Depuis des mois, le ministère de la Justice américain traque des journalistes du New York Times pour découvrir qui, au sein du gouvernement, leur a révélé que l'avion présidentiel offert par le Qatar présentait de graves lacunes de sécurité. Un porte-parole avait juré que tout ça était faux. Cette semaine, sur le tarmac, le président lui-même a confirmé l'essentiel de ce que ces journalistes avaient écrit. Comment une procédure judiciaire censée protéger un secret peut-elle survivre quand la personne au centre de l'affaire confirme elle-même, en direct, l'essentiel de ce qui était censé rester caché ? On va d'abord regarder ce que cet avion qatari représente vraiment, ses failles de sécurité documentées, son coût réel et pourquoi l'aveu du président sur le tarmac change la donne judiciaire. Ensuite, on va suivre un second fil, celui d'une administration qui continue de pourchasser des journalistes pour avoir simplement rapporté des faits exacts, tout en gérant en parallèle le remplacement de cet avion par 2 appareils à l'origine construits pour une compagnie aérienne russe aujourd'hui disparue. Les éléments techniques cités ici viennent des reportages du New York Times et de MSNBC, ainsi que de déclarations faites publiquement, sous serme ou devant caméra. Il s'agit d'un appareil vieux de 14 ans que le Qatar n'arrivait pas à revendre, offert au président américain plutôt que jeté aux oubliettes. Le président a longtemps évalué publiquement sa valeur à environ 400 millions de dollars, un chiffre que plusieurs analystes du secteur aéronautique jugent largement gonflé, la valeur réelle se situant plutôt entre 100 et 200 millions. Les services responsables de la sécurité présidentielle avaient estimé qu'il faudrait environ 2 ans et 1 milliard de dollars pour remettre cet avion aux normes de sécurité d'un véritable avion présidentiel. Étonnamment, les travaux ont été achevés en moins d'1 an, juste à temps pour une célébration officielle majeure. Selon les reportages du New York Times et de MSNBC, cette précipitation s'est traduite par des coupes très concrètes. Pas de système de défense antimissile, pas de capacité à servir de salle de commandement en cas de crise. Pas de structure de commandement et de contrôle. Et c'est précisément là que ça coince. Lorsque ces révélations sont sorties, un porte-parole de la Maison-Blanche avait publiquement traité le journaliste, à l'origine de l'un de ces reportages de menteurs et de mauvais journalistes, affirmant que rien de tout cela n'était vrai. Un procureur fédéral proche du président, avant de quitter son poste pour devenir directeur du renseignement national, avait lancé une procédure de grand jury et fait délivrer des citations à comparaître à plusieurs journalistes du New York Times pour découvrir l'identité de leurs sources. Un dernier geste avant de partir, en quelque sorte, qui laisse aux journalistes du New York Times une bataille judiciaire fédérale dont ils doivent maintenant se dépêtrer seuls, pendant que celui qui l'a lancé a, lui, déjà obtenu sa promotion. Puis, il y a quelques jours, un journaliste a demandé directement au président pourquoi il continuait de voler dans un avion jugé non sécurisé. Sa réponse, sur le tarmac, a été qu'il fallait encore environ 1 mois pour que l'appareil soit, selon ses propres mots, complètement mis à niveau. Le porte-parole de la Maison-Blanche avait qualifié ces révélations de mensonges purs et simples. Le président vient, de sa propre bouche, sur le tarmac, de confirmer qu'il reste effectivement des travaux de sécurité à réaliser sur cet appareil. Une procédure judiciaire fédérale cherche à identifier, potentiellement au prix de leur carrière, les personnes qui ont transmis des informations vraies à des journalistes. Et la personne même que cette procédure est censée protéger vient de confirmer publiquement, sans qu'on le lui demande, que ces informations étaient exactes. Ça rappelle furieusement l'affaire du Watergate. C'est jamais le fait initial qui coule quelqu'un. C'est la dissimulation et la manière dont on continue de nier ce que tout le monde peut désormais vérifier soi-même. Pour être juste, l'autre camp a un point réel ici. Défendu publiquement lors d'une audition de confirmation au Sénat par le candidat au poste de procureur général, l'argument est que les journalistes visés ne sont pas poursuivis en tant que journalistes, mais convoqués en tant que témoins matériels, de la même façon qu'un témoin d'un accident de la route serait appelé à témoigner, dans le but de retrouver qui a transmis des informations classées touchant à la sécurité nationale. La protection d'informations réellement classifiées reste un objectif légitime en soi. Le problème, c'est que l'information en question concernait des failles de sécurité sur un avion offert par un pays étranger, des failles que le président vient lui-même de confirmer publiquement. Difficile de soutenir qu'il fallait protéger à tout prix le secret d'une information que la personne la plus concernée a fini par admettre elle-même devant les caméras. Lors de cette même audition, un sénateur a interrogé directement le candidat sur ces citations à comparaître, lui rappelant que protéger le droit des journalistes à préserver leurs sources reste essentiel pour permettre à des informations d'intérêt public de sortir.
Le candidat a répondu que le ministère de la Justice l'avait légalement autorisé à agir ainsi et que ces journalistes n'étaient pas visés en tant que journalistes, mais convoqués comme témoins d'une possible fuite d'informations classées. Il y a un deuxième chapitre à cette histoire et il change toute la portée du premier. Le président ne mentionne presque jamais publiquement que 2 nouveaux avions Air Force One doivent être livrés d'ici la fin de la décennie pour un coût déjà annoncé à 5 milliards de dollars pour le contribuable américain. Ce qui est encore moins souvent mentionné, c'est l'origine de ces 2 appareils. Plutôt que de construire des avions entièrement neufs, l'administration a choisi de récupérer 2 avions Boeing qui étaient à l'origine en cours de construction pour la compagnie aérienne russe Aeroflot avant que celle-ci ne fasse faillite. Et il y a encore plus révélateur sur la manière dont ce président traite la sécurité de ceux qui l'entourent. Interrogé sur l'existence d'une menace crédible venant d'Iran contre sa personne, il a répondu, avec un aplomb glaçant, être en tête de liste bien avant le journaliste qui posait la question, avant d'ajouter, presque en plaisantant, que si son avion venait à être abattu, tout le monde à bord y passerait aussi. C'est un peu comme annoncer avec le sourire que le canot de sauvetage n'a de toute façon pas assez de gilets pour tout le monde. Ça se veut drôle sur le moment, mais ça ne rassure absolument personne parmi ceux qui doivent monter à bord. Vous n'étiez pas parano si vous trouviez que cette administration gère simultanément une crise de sécurité aérienne et une chasse aux sources journalistiques d'une manière étrange. Vous aviez simplement plus de bon sens que la version qu'on vous vendait. Et en restant sur les grands titres officiels de cette affaire, cette structure plus large, où la communication de victoire continue pendant que l'appareil présidentiel reste hors service, vous échappe complètement. Poursuivre des journalistes pour avoir eu raison, c'est pas protéger un secret d'État, c'est punir la vérité d'être sorti trop tôt. Le New York Times a déposé une requête pour faire annuler ces citations à comparaître, actuellement examinées devant un tribunal fédéral et encore scellées au moment où on se parle. Ce n'est pas une simple demande de délai. Le journal demande à un tribunal fédéral d'empêcher purement et simplement que ses propres journalistes soient contraints de révéler qui, au sein du gouvernement, leur a parlé. Mais avec l'aveu du président désormais public, il devient nettement plus difficile pour l'administration de soutenir devant un juge que ces informations constituaient un secret à protéger à tout prix. On a commencé cette vidéo par une question sur un avion et un aveu accidentel. On termine avec la preuve que cet aveu ne concerne pas seulement un avion, il concerne une administration entière, prête à poursuivre des journalistes pour un secret que son propre président a fini par confirmer lui-même sans qu'on l'y contraigne. Un porte-parole qui traite un reportage vrai de mensonge. Un président qui confirme, sans qu'on le lui demande, que ce reportage était exact. Une procédure judiciaire qui perd son objet sous nos yeux, en direct. C'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode. Et cette méthode n'a rien de nouveau dans la manière dont cette administration traite les journalistes qui rapportent des faits qui la dérangent. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement l'issue judiciaire de cette affaire précise. C'est que des journalistes puissent encore risquer leur carrière et l'identité de leurs sources pour avoir rapporté une information que le président a fini par confirmer lui-même sur un tarmac, presque par inadvertance. Personne n'a présenté d'excuses publiques au porte-parole d'origine pour avoir traité un reportage vrai de mensonge. Personne n'a retiré les citations à comparaître une fois l'aveu présidentiel devenu public. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Si le tribunal fédéral chargé d'examiner la requête du New York Times tient compte, comme plusieurs observateurs juridiques s'y attendent, de cet aveu présidentiel dans sa décision, la vraie question n'est plus de savoir si ces citations à comparaître seront annulées. C'est de savoir combien d'autres procédures judiciaires similaires, lancées pour faire taire des sources qui avaient simplement raison, s'effondreront de la même manière, sur le même type d'aveu accidentel, et ce sont toujours les mêmes, des journalistes sous la menace de devoir révéler leurs sources et des employés anonymes du gouvernement qui ont eu le courage de signaler une faille de sécurité réelle, qui encaissent, pendant que le discours officiel, lui, ne change pas d'un mot sur les fuites à sanctionner plutôt que la vérité à protéger. Charité bien ordonnée commence par soi-même, apparemment, sauf que dans cette histoire, la charité en question, c'est protéger sa propre image, pas protéger un vrai secret d'État. Cette histoire est loin d'être finie, et si vous voulez la suivre avec moi, aveu après aveu, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître à plus de monde.